eu un parcours de praticien hospitalier, d'intervention au niveau de la haute autorité de santé avant de m'impliquer dans des structures d'HAD depuis 2013. Alors, j'ai un support, je vais vous présenter le support. Ce support, il pourra vous être transmis si vous le souhaitez. Et il va accompagner le texte, les éléments que je vais vous donner. Et en fin de session, on essaiera, comme vous le disiez, Richard Olivier, les questions. Et si c'est trop compliqué, parce que vous êtes vraiment ça y est. on fera un échange par mail. Mais je vous donnerai tous les éléments en fin de séance. Alors, je vais partager l'écran avec la présentation et vous allez pouvoir suivre cette présentation. Je me mets en plein écran. Est-ce que c'est bon, Richard? C'est bon. Voilà. Donc, retour sur le déroulé des étapes. Il va y avoir de cette session un travail sur la réglementation, les différentes étapes, donc réglementation par étape, et on abordera les risques, les principaux risques. La session 2 qui aura lieu au mois de septembre sera plus une session pour vous apporter des éléments sur la sécurisation du processus préparation, administration du médicament, des bonnes pratiques, des outils aussi que vous pourrez mettre en place dans vos établissements. Et en session 3, comme le thème est assez vaste, on continuera à travailler sur cette étape de sécurisation avec un focus précisément sur le broyage des médicaments, la sensibilisation aux interruptions de tâches et les outils de communication sur ces risques particuliers. Et on traitera à chaque session, alors je verrai comment ça peut se passer, peut-être en début, peut-être en fin, les questions qui m'auront été posées ou envoyées. Alors, circuit du médicament en EHPAD, vous le savez, c'est un circuit assez complexe par le contexte, que ce soit la pathologie, le terrain, l'urgence, la gravité des situations. La structure aussi est un élément très important parce qu'on a sur les établissements et ces établissements d'EHPAD un enchaînement d'étapes qui se passent pas forcément au sein de l'étape de l'EHPAD. Prenons par exemple les médicaments et la livraison des médicaments. L'EHPAD qui n'a pas de pharmacie à usage intérieur, qu'on abrège en PUI, va avoir des médicaments et va se procurer des médicaments auprès de la pharmacie ou d'une ou plusieurs pharmacies. Donc ces étapes se passent en des lieux différents avec des problématiques propres à chacune de ces étapes et des logiques propres à chacun de ces endroits. L'aspect organisationnel et l'aspect des étapes est important. Vous les connaissez, ces différentes étapes dans le processus de prise en charge médicamenteuse qui sont démarrées par la prescription, ça a commencé, ouais. Qui se poursuivent par la dispensation des médicaments, soit par une pharmacie à usage interne. Vous voyez en haut qu'il y a à peu près 29% des EHPAD qui ont une pharmacie à usage intérieur. La grande majorité n'a pas de pharmacie à usage intérieur, de PUI. La préparation des médicaments qui intervient après l'étape de stockage et détention. Et ensuite, l'administration sur laquelle on va rentrer en détail. Les acteurs sont des acteurs différents, que ce soit le médecin prescripteur, le pharmacien qui dispense les médicaments, donc médecin prescripteur, médecin coordonnateur, qui peut être un médecin prescripteur ou un médecin traitant des résidents, le pharmacien dispensateur qui est le pharmacien d'officine ou le pharmacien de PUI, l'infirmier qui administre et
nécessairement le patient avec la particularité qu'il doit être informé de son traitement. Ces acteurs multiples s'enrichissent aussi d'autres professionnels, de médecins spécialistes, de médecins d'établissements hospitaliers, de professionnels, on le verra, qui interviennent dans l'administration du médicament ou la prise du médicament. On viendra sur ces détails qui sont des détails sémantiques, mais aussi qui induisent un suivi précis de cette tâche. Qui fait quoi? Le directeur, bien sûr, qui intervient dans ce processus. Le référent qualité, que je n'ai pas mis, mais qui vient également dans ce circuit autour du résident. Le patient ou le résident a des traitements de fond et des traitements ponctuels. Ça, c'est important parce que dans la préparation, on va aussi avoir des médicaments qui sont donnés pour des durées courtes. On va avoir aussi des traitements qui sont donnés en si besoin. On verra cette notion dans le cadre de la préparation du pilulier et de la réglementation par rapport à l'administration. On a des médicaments à risque. Alors ça, c'est une notion qui existe en secteur sanitaire, qui est définie en secteur sanitaire, mais qui intervient aussi en EHPAD. Et je reviendrai là-dessus parce que je pense que c'est important de travailler sur ces médicaments qui sont plus à risque que les autres en raison de leurs effets secondaires. Les produits proviennent d'officines, de PUI, mais peuvent provenir aussi de dotations qui sont dans l'établissement. Et je parlerai de piluliers. Enfin, cette complexité, elle vient aussi de la circulation d'informations qui, à la fois, doit être partagée entre tous les acteurs, doit rester confidentielle et doit permettre d'adapter le traitement, circulation des bilans, circulation des prescriptions. Donc, tous ces éléments doivent être partagés, mais rester confidentiels. Donc, ce sont des éléments importants qui contribuent à alimenter les informations qui conduiront à l'administration du produit. Je parle particulièrement des troubles de la déglutition qui conduisent à peut-être modifier une forme pharmaceutique, à demander au pharmacien quels autres traitements le patient pourrait prendre parce qu'il a ces problèmes de déglutition, ou de demander au médecin d'adapter sa prescription à cause de ces troubles de déglutition. On verra un peu plus précisément une question qui intervient beaucoup dans les EHPAD, une problématique qui est le broyage des comprimés, en tout cas des formes solides, mais aussi l'ouverture des gélules. Donc je reviendrai là-dessus plus précisément et notamment sur les risques. Alors, les risques, on les trouve à la prescription et principalement et à l'administration. C'est pas qu'il y en a dans les autres étapes, mais c'est qu'ils ressortent au niveau de la prescription et de l'administration. Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas des risques qui sont uniquement à ces étapes, mais qui peuvent être, notamment à l'administration, le fruit d'erreurs qui sont venues avant cette étape d'administration. L'administration étant la dernière barrière avant la prise effective du médicament par le résident. Pourquoi ce sont des étapes dites à risque? Parce que, alors pour les définir, on a une préparation à l'avance. Je distingue la préparation à l'avance et la préparation extemporanée. À l'avance, c'est la préparation du pilulier ou PDA, on l'abrège comme ça. La préparation extemporanée, c'est la préparation qui se passe juste avant l'administration du médicament au patient, que ce soit la dilution de gouttes, le broyage de comprimés, la dilution des injectables, etc., etc. L'administration est un acte infirmier, on reviendra là-dessus dans la réglementation. La particularité de l'EHPAD, c'est qu'on a une notion d'aide à la prise. C'est extrêmement important parce qu'elle n'existe que dans le secteur médico-social, également au domicile, mais elle existe dans le secteur médico-social et cette notion est encadrée, mais on verra jusqu'où elle est encadrée.
Et il faut intégrer dans l'administration des difficultés liées aux résidents. Et l'administration, c'est une étape à risque, parce que je vous l'ai dit précédemment, c'est la dernière barrière avant la prise effective du médicament, avec notamment un possible cumul de toutes les étapes et des défaillances qui ont lieu dans toutes les étapes avant la prise. Donc, c'est bien de se rendre compte au moment de l'administration et d'arrêter une erreur potentielle. Et ça arrive souvent, et vous avez, à mon avis, tous des exemples d'erreurs que vous avez arrêtées au moment de l'administration. La iatrogénie médicamenteuse, un petit point pour vous dire qu'elle arrive plus encore à des âges extrêmes. Le patient âgé fait partie des personnes à risque. On le voit dans un rapport et un retour d'expérience sur les événements indésirables graves associés aux soins, donc pas que sur le médicament, mais le rapport annuel d'activité de la Haute Autorité de Santé montre bien cette tranche d'âge qui concerne et qui arrive avec des pics qui se passent au niveau des patients des âges avancés. Cette iatrogénie médicamenteuse, elle est aussi fréquente chez le patient âgé parce que, bien évidemment, il y a une consommation médicamenteuse plus importante, des pathologies associées, des comorbidités, et on sait qu'une partie des effets indésirables, 10 à 20%, conduisent à une hospitalisation, mais on sait aussi, et ça les études sont assez concordantes pour le dire, qu'une partie importante des effets indésirables qui conduisent à l'hospitalisation sont des effets prévisibles et évitables. Et sur cela, il faut travailler pour limiter la iatrogénie médicamenteuse. La iatrogénie médicamenteuse, donc je le disais, peut être liée au patient, donc à l'état du patient, ça vous le savez bien, à la perte d'autonomie, aux modifications physiologiques qui interviennent. J'insisterai pas sur l'état rénal, mais c'est un élément important dans le devenir du médicament dans l'organisme et les adaptations qui sont nécessaires chez la personne âgée en matière de posologie médicamenteuse. La iatrogénie médicamenteuse peut être liée aux médicaments. Là aussi, on verra un petit point d'association et de médicaments liés à l'alimentation, donc au moment de l'administration des médicaments. Et cette iatrogénie médicamenteuse peut également être liée au processus, sans que ça soit, pour ces trois blocs, exclusif. C'est-à-dire qu'on peut avoir une iatrogénie médicamenteuse liée aux médicaments et en même temps au processus ou au patient, etc. etc. Donc, ce n'est pas exclusif, mais ayant des intervenants multiples, un processus complexe et la nécessité de faire circuler l'information entre les intervenants et les acteurs de cette chaîne, on a des risques qui sont liés à ce processus. Je voulais revenir sur des notions importantes, des notions que vous connaissez probablement. Je voudrais les redire avant de rentrer dans le vif du sujet de la réglementation. Ce sont les événements indésirables associés aux soins, qui sont des événements non liés à l'évolution normale de la maladie, qui peuvent conduire à une erreur avérée, qui est de gravité variable, mais ça ne conduit pas systématiquement vers une erreur avérée. Cette erreur peut être arrêtée avant d'arriver à un effet indésirable pour le patient, voire un effet grave pour le patient. Donc, effet indésirable associé aux soins. Il faut faire, et ça vous le connaissez bien au décours des fiches d'événements indésirables, un recueil de ces événements indésirables associés aux soins qui sont relevés sur les fiches d'événements indésirables. Ces erreurs, elles ne sont pas, je le répète, systématiquement déclarables uniquement quand il y a eu une catastrophe. Donc, c'est important d'entendre ça. Il n'y a pas de risque zéro. Nous sommes dans des activités humaines
et on commet des erreurs. Vous commettez, je commets des erreurs. On est dans un système qui a une proportion d'erreurs. Ceci dit, c'est important de pouvoir récupérer ces erreurs. Et ça, c'est un élément aussi à prendre en compte parce que la récupération des erreurs fait qu'on va limiter les événements graves qui surviennent aux patients. Alors, on a des chiffres qui disent qu'on fait 2 à 10 erreurs par heure, mais, et c'est une chance, on en récupère dans la grande majorité des cas, 80%. Vous avez là aussi tous des exemples sur des erreurs récupérées, de vérification. Ah zut, j'ai mis ça dans le pilulier, etc. Je vous donne pas d'exemple parce que vous les connaissez aussi en réfléchissant un peu sur vos processus. Vous savez dans quel cas vous êtes retrouvé à vérifier quelque chose que vous avez fait, ou votre collègue qui venait et qui vérifiait, voir quelque chose qui avait été jeté dans la poubelle, où on se rend compte, avant d'administrer, qu'on a fait une erreur. Dans les événements indésirables associés aux soins, je me m'arrêtais aussi sur ces événements porteurs de risques, qui sont des événements qui sont des événements qui auraient pu porter préjudice, mais qui ont été évités. Je viens d'en parler. Ce qui veut dire qu'une ou plusieurs barrières ont empêché une évolution grave et ça a fonctionné. C'est une histoire de chaîne avec des maillons. Les événements indésirables graves, vous les connaissez. On peut avoir des événements qui ont des conséquences graves pour les patients et ce sont des événements qu'on déclare au niveau des ARS. C'est important de le savoir. Mise en jeu du pronostic vital, etc. Séquelles, etc. Alors, bien évidemment, dans ces événements, on n'a pas forcément, et ça il faut le rappeler, le fait d'un individu, mais d'une succession de dysfonctionnements dans l'organisation sur la prise en charge médicamenteuse. Et ces dysfonctionnements, on a vu qu'ils pouvaient survenir à toutes les étapes, y compris l'étape d'administration, mais aussi c'est l'étape d'administration qui peut permettre l'arrêt de ce dysfonctionnement et l'identification de l'erreur. Donc là aussi, quand on travaille sur les erreurs médicamenteuses, on se rend compte que les dysfonctionnements peuvent survenir, mais peuvent être soit amplifiés au moment de l'administration ou arrêtés au moment de l'administration quand ils sont identifiés. Ils peuvent être avérés, c'est-à-dire que l'erreur va conduire à l'administration d'un médicament, que ce soit le mauvais médicament, à une posologie inadaptée, à une voie qui ne correspond pas à celle qui a été prescrite, ou le schéma thérapeutique n'est pas celui qui aurait dû être suivi. Celui-là conduit à une catastrophe ou un effet, ou aucun effet sur le patient. Je veux dire, quand on administre 2 hypolipémiants ou un dosage inadapté, on ne va pas forcément avoir une conséquence pour le patient. Après, avec des médicaments, certains médicaments, les conséquences peuvent être majeures. L'erreur latente est une erreur qui a été interceptée avant l'administration au patient et donc est identifiée. Et elle peut être potentielle, c'est l'observation d'un danger potentiel pour le patient. Elle est plus complexe à identifier, celle-là. Ce qu'on peut dire sur ces erreurs, quelles qu'elles soient, et dans tous les cas, c'est que les facteurs qui ont contribué à la survenue d'un événement sont identiques dans tous les cas, dans tous les types d'erreurs. C'est ce qu'on appelle les facteurs contributifs. On reviendra là-dessus, à ces notions en fin de présentation. Les causes immédiates des incidents, quand on les analyse, c'est celles qui viennent tout de suite à l'esprit. Erreur d'inattention, erreur de raisonnement, un calcul, une interruption de tâche qui a conduit à se tromper dans le pilulier, dans la préparation d'un médicament ou dans la voie d'administration. Donc celles qui sont le plus évidentes
à l'analyse. Quand on travaille sur les erreurs, on se rend compte qu'il y a des causes qui sont plus complexes, qu'on appelle profondes, ou facteurs favorisants, ou facteurs contributifs, qui sont liés à l'événement, qui peuvent accroître ou impliquer la survenue de cet événement, que ça soit des facteurs externes ou internes. Ça peut être une organisation du travail, ça peut être une absence de protocole, ça peut être du personnel intérimaire, ça peut être, etc. On a des événements qui arrivent en cause profonde sur lesquels on doit travailler également pour limiter les erreurs. On peut aussi avoir un équipement insuffisant, c'est-à-dire que quand on prépare des comprimés sur une paillasse avec une lumière déficiente, en étant dérangé, parce qu'à la fois on doit répondre au téléphone, on doit répondre aux patients et on doit répondre à l'employé qui vient demander combien de repas, on se retrouve avec une organisation du travail qui ne permet pas une concentration suffisante pour effectuer une tâche à risque d'erreur. Alors, vous comprenez bien que pousser des murs, c'est compliqué. Changer l'organisation, c'est déjà compliqué, mais pousser les murs, c'est encore plus compliqué. Donc, ces causes profondes sont des causes sur lesquelles il faut travailler avec des étapes, avec des échéances et avec parfois une impossibilité de changer les choses. Donc, comment trouver des moyens pour faire évoluer avec ces éléments-là? Mais le travail sur ces causes est indispensable quand on a des événements graves ou quand on a des événements très perturbants qui peuvent conduire à ces événements potentiellement graves. Néanmoins, il faut bien dire que la prise de risque est indispensable et indissociable de l'activité humaine, et on soigne, donc on prend des risques. Si on n'en prenait pas, on ne serait pas là. Et on va travailler justement dans l'étape qui nous intéresse sur gérer ces risques de façon à les rendre acceptables, s'intéresser aux étapes les plus à risque de façon à pouvoir limiter les erreurs et contrôler, renforcer les contrôles pour limiter les erreurs. Attendez. Alors, ce que je voulais dire au niveau aussi de la réglementation sur le processus dans son intégralité. Là, on n'est pas dans l'étape d'administration. C'est aussi des éléments sur la réglementation, parce que c'est important de considérer cette réglementation qui conditionne parfois les organisations. Sur les règles applicables aux professionnels, il y a des codes de déontologie, il y a des règles professionnelles. Les pharmaciens d'officine ont leurs bonnes pratiques et leurs arrêtés et concernant la dispensation des médicaments. Et le Code de la santé publique permet de répondre aux règles relatives aux professionnels de santé impliqués dans ce processus-là. Considérant le médicament en lui-même, vous savez très bien qu'il y a une réglementation propre à chaque famille de médicaments ou chaque liste de médicaments ou chaque liste de médicaments. En particulier, donc il y a l'AMM, il y a des statuts particuliers, que ce soit les médicaments délivrés par votre pharmacien d'officine ou délivrés par l'hôpital pour des médicaments qui sont réservés délivrance hospitalière. Vous connaissez les stupéfiants, vous connaissez aussi les listes 1, les listes 2. Donc, ce sont des réglementations qui sont spécifiques aux médicaments. Et puis, il y a bien évidemment des règles de fonctionnement, des PUI et des officines. La réglementation propre au circuit du médicament, pour les EHPAD sans PUI, il n'y a pas de texte sur la prise en charge médicamenteuse, autre que les règles que je viens de vous citer, spécifiquement sur les professionnels et médicaments. Sur les
l'EHPAD avec pharmacie à usage intérieur. On s'appuie aujourd'hui sur l'arrêté du 31 mars 1999 qui s'intéresse au circuit et donc aux étapes de la prise en charge médicamenteuse, c'est-à-dire la prescription, dispensation et administration des médicaments, qui est l'arrêté du 31 mars 1999, qui intéressait auparavant les établissements sanitaires qui ont évolué vers un autre arrêté. Ça c'est pas stabilisé et sont des textes qui sont amenés à évoluer. Et puis, j'ai mis l'arrêté du 12 mars 2013 relative aux substances, préparations et médicaments stupéfiants, qui sont aussi des textes qui intéressent les EHPAD avec pharmacie à usage intérieur. Donc, on est dans ce contexte-là aujourd'hui sur la prise en charge médicamenteuse. Alors, on va revenir sur la préparation et l'administration des médicaments. Et on va le faire de façon chronologique, donc étape de préparation des doses administrées. La préparation des doses administrées, c'est l'étape de préparation de façon personnalisée les médicaments administrés par voie orale avec préparation du moment des prises et préparation pour une période déterminée. Cette méthode vise à renforcer le respect et la sécurité du traitement et la traçabilité de son administration. Donc ça, c'est une définition de l'Académie nationale de pharmacie. Vous le connaissez sous pilulier, le nom de préparation du pilulier. Voilà. Alors, différentes organisations, ça peut se faire par un robot. Certains établissements travaillent avec des officines qui leur préparent les traitements sous pilulier. Vous voyez dans la diapo le robot qui peut préparer des sortes d'escargots qui concernent le patient pendant une durée avec une identification du traitement. Donc là, le traitement a été déblistéré et préparé dans ces sachets, appelés escargots, il y a d'autres noms, je sais. Ça peut être préparé par d'autres systèmes médicimaux ou piluliers traditionnels que vous avez en bas par semaine et par moment de la journée. Les professionnels qui sont habilités à préparer ces médicaments sont bien définis. C'est le pharmacien ou le préparateur, bien évidemment, sous la responsabilité du pharmacien. C'est important parce que la préparation ne peut pas être réalisée dans l'EHPAD par un préparateur sans contrôle effectif du pharmacien de l'officine. Là, ce sont les établissements sans PUI. Je m'adresse aux établissements sans PUI, sans pharmacie à usage intérieur. C'est-à-dire que le pharmacien ne peut pas détacher son préparateur pour venir faire le pilulier. C'est lui qui doit le faire. Le texte ne dit pas où ça doit être fait. Donc, le pilulier peut être fait soit à l'officine, soit à l'EHPAD. Mais par contre, le préparateur de l'officine ne peut pas faire, réglementairement parlant, le pilulier au sein de l'EHPAD en étant détaché par l'officine, puisque le pharmacien n'est pas présent. Au sein de l'EHPAD, l'autre personne qui peut faire le pilulier préparé, c'est bien évidemment l'IDE, qui est un acte effectué par l'IDE et exclusivement l'IDE. Sur la réglementation concernant les doses administrées, les textes sont en préparation et non publiés à ce jour. Il y a des textes dans les tuyaux, on ne les a pas encore vus, on les attend, donc j'espère que la situation va être clarifiée dans les mois ou peut-être les années à venir. Les questions à se poser dans la préparation des piluliers sont assez nombreuses et je les ai listées, je vous les donnerai. Quelles sont vos pratiques par rapport à ces étapes-là, de façon à pouvoir avoir en amont de la préparation, s'être posé ces questions. Comment je fais pour les 2000 écarts de comprimés? Comment je travaille quand on a des durées limitées? Si la prise n'est pas journalière, par exemple une prise
d'un méthotrexate pour une pathologie rhumatismale une fois par semaine, comment j'en informe et comment je le mets dans le pilulier, ou les anticoagulants type AVK, est-ce que je les mets en entier ou est-ce que je les mets à part du pilulier? Qu'est-ce que je fais quand j'ai des traitements à risque, type chimiothérapie par voie orale? Qu'est-ce que je fais si j'ai des médicaments si besoin? Toutes ces questions sont importantes à se poser pour pouvoir travailler de façon homogène et que tous les intervenants qui préparent travaillent de la même façon. Les erreurs surviennent souvent parce qu'on n'a pas la même façon de travailler ou bien parce qu'on a un personnel intérimaire qui n'a pas les habitudes de l'établissement et qui va faire une erreur parce que cette personne ne connaît pas les habitudes de l'établissement. Alors, les risques, et ça, on le voit dans les études, notamment une étude du Centre antipoison de Bordeaux qui montre que quelqu'un travaille sur les causes des erreurs médicamenteuses en EHPAD, donc les plus fréquentes, et qui indique que quasiment pas tout à fait la moitié, 38% des appels venant d'un EHPAD ou d'une maison d'accueil médicalisée, proviennent de la préparation d'un pilulier. Que ça soit une préparation avec des interruptions de tâches qui aboutit à une erreur, avec une pratique liée à une pratique hétérogène, donc conduisant à des erreurs, au fait qu'on déconditionne les médicaments, et ce déconditionnement ne permet plus d'identifier les médicaments et de faire le contrôle avant l'administration. L'erreur vient aussi du générique, et c'est un problème, j'en suis bien consciente pour vous, avec le changement des spécialités et par des génériques qui fait qu'on peut faire des erreurs. Erreurs qui viennent au sein de l'établissement aussi par le pilulier, l'erreur liée aux médicaments, donc confusion de noms parce qu'on a des noms similaires, vous en connaissez, hein, le Voltaren, Vongalène, Rivotril, Leptamine, il y a eu des confusions dans ces spécialités. Spasfon, Stablon, ça c'est aussi des erreurs. Vous voyez, à chaque fois, dans ces confusions de noms, on a des similarités dans la dénomination. Ça, c'est des éléments importants à prendre en compte et en considération parce que vous pouvez avoir ces erreurs qui sont liées à des noms similaires ou à des sonorités, la façon de l'écrire similaire ou à des sonorités proches. Des erreurs aussi liées aux formes LP ou forme immédiate, donc intervertissement de ces formes. J'en ai vu et on en a assez fréquemment dans notre expérience en matière d'HAD, de pilulier au domicile, d'interversion de ces formes, liées aussi à une délivrance qui n'a pas été adaptée par le pharmacien. Mais ensuite, dans la préparation du pilulier, on a cette poursuite de cette erreur qui était au départ une erreur de dispensation. Erreur de répartition. Cas des médicaments si besoin, donc avec une hétérogénéité des pratiques d'un professionnel à l'autre, avec, et ça c'est aussi votre quotidien, des facteurs qui favorisent la survenue de ces erreurs, interruption de tâches, déconditionnement, changement de présentation, on vient de le voir, et pas de protocole qui induisent une hétérogénéité des pratiques. Alors, focus sur les médicaments largement prescrits, mais qui peuvent avoir des conséquences graves. Et j'ai parlé tout à l'heure de médicaments à risque, notamment des médicaments à marge thérapeutique étroite, c'est-à-dire que des doses toxiques et doses thérapeutiques sont très proches. Vous connaissez les AVK, vous connaissez aussi les insulines, la digoxine. On peut avoir des erreurs avec ces médicaments. Et comme ce sont des erreurs qui ont des conséquences plus graves, le travail qui est à faire précisément dans cette démarche de vigilance, elle sera à faire principalement sur ces médicaments, surtout, mais aussi sur ces médicaments.
Les médicaments, les risques viennent aussi des médicaments qui n'ont pas forcément des schémas thérapeutiques, des schémas thérapeutiques complexes, ceux qu'on donne une fois par semaine, ceux qu'on donne aussi une fois par mois également. Ça peut être, bon, j'ai cité le cas des biphosphonates, qui peuvent avoir des prises une fois par semaine ou une fois par mois. Donc, et de l'exemple du méthotrexate, avec une vigilance particulière sur ces médicaments. Je vous donnerai dans les sessions suivantes des outils justement pour à la fois former les professionnels, à la fois avoir cette vigilance sur ces médicaments dits médicaments à risque. Voilà, donc risque ciblé, médicaments à risque, schéma thérapeutique particulier, de façon à pouvoir, et médicaments si besoin aussi, qui sont des pratiques à risque, qui doivent être clarifiées au moment où on va où on va préparer les médicaments. Étape d'administration en EHPAD, avec la préparation extemporanée des médicaments. Deuxième étape, la distribution et l'aide à la prise, qui sont des étapes spécifiques de l'EHPAD, avec, on va le voir, la collaboration IDE-AS. Sur l'administration, on a des textes qui sont très clairs et qui disent que l'administration est un acte infirmier. Je ne vous lis pas tous les textes, mais l'administration est un acte infirmier et exclusivement infirmier. L'infirmier est personnellement responsable des actes qu'il est habilité à effectuer. C'est le rôle propre de l'infirmier. La porte ouverte, donc, dans la démarche, va être la préparation, la distribution et l'aide à la prise. La préparation des médicaments dans cette étape, alors là, je distingue vraiment la préparation extemporanée de la préparation des doses administrées qu'on a vues précédemment. Celle-là, c'est la PDA, c'est l'infirmier et le pharmacien ou le préparateur sous la responsabilité infirmière. La préparation des médicaments dans le cadre de la préparation extemporanée, c'est la compétence exclusive de l'infirmier. On n'a pas d'autre alternative, pas d'autre professionnel n'est habilité à faire cette préparation extemporanée des médicaments. Alors, qu'est-ce que j'entends par préparation des médicaments? C'est par exemple, je n'ai pas pris ça par hasard, c'est compter des gouttes, c'est couper un comprimé, ça peut être broyer un comprimé, ouvrir une gélule, ça peut être préparer un aérosol médicamenteux, hein, j'entends. Ça peut être, bien évidemment, reconstituer un médicament injectable, etc. Donc, la préparation, c'est une étape qui précède l'administration, qui est du ressort de l'infirmier exclusivement. La distribution des médicaments, qui fait aussi partie de ce tout administration. Alors là, je vais le lire pour bien expliquer sur quoi on s'appuie. Donc, lorsque les actes accomplis et les soins relevant de son rôle propre sont dispensés en établissement médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les effectuer, les assurer en collaboration avec des aides-soignants, des AMP, des auxiliaires de puériculture, qui l'encadrent dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre de protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R 4311-3. J'insiste là-dessus pour vous dire qu'on parle bien d'une collaboration et pas d'une délégation de responsabilité.
C'est-à-dire que dans le cas d'une collaboration, il n'y a pas de transfert de responsabilité et l'infirmier reste, dans ce cas-là, responsable de l'acte d'administration, même si pour effectuer cet acte, il y a une collaboration avec un aide-soignant ou avec toute autre personne pour faire une distribution et une aide à la prise du médicament. L'infirmier reste responsable de l'administration. La délégation, c'est le transfert de responsabilité, donc on n'est pas dans le cadre d'une délégation de responsabilité. C'est vraiment propre au secteur médico-social, cette démarche. Et bien évidemment, on a beaucoup d'actes de l'infirmier qui ne sont pas tous possibles d'assurer dans le cadre d'une collaboration. Ce qu'on peut faire dans le cadre d'une collaboration, c'est en particulier l'aide à la prise des médicaments sous forme non injectable, la vérification de la prise et la surveillance de leurs effets. Ça, il faut bien garder ces éléments en tête dans le déroulé du processus, qu'on est sur un champ de compétences, que l'administration reste la responsabilité infirmière qui collabore avec des professionnels pour l'administration des médicaments. Et attention aux glissements de tâches qui peuvent conduire à des sanctions pénales lorsqu'elles sont effectuées par des personnes non habilitées. Alors, qui des professionnels peuvent faire la distribution et l'aide à la prise? C'est un cadre là aussi qui a été établi en parlant de professionnels, mais en ne citant pas exactement tous ceux qui pouvaient rentrer dans ce cadre-là. Alors, il y a l'infirmier, bien évidemment, qui est habilité, mais aussi l'aide-soignant, les AMP, les aides médico-psychologiques, les assistants de gérontologie, de gériatrie, etc., etc. Donc, ils sont des professionnels qui peuvent intervenir dans la distribution et l'aide à la prise, dans le cadre, bien évidemment, de la collaboration. J'ai mis le texte qui est relatif au diplôme d'aide-soignant qui précise que l'aide-soignant a, dans cet arrêté, précisé que l'AS peut faire une aide à la prise. La réglementation précise que, dans la loi HPST, c'est une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante, en étant médico-social, pour des personnes qui n'ont pas une autonomie suffisante pour prendre leur traitement. Cela peut être réservé à toute personne, réalisé à toute personne, et pas seulement un aide-soignant, dès lors que le médicament ne présente ni difficulté d'administration, ni apprentissage particulier. Il est aussi indiqué que ces personnes doivent être informées. On va revenir sur cette notion, que les personnes qui effectuent l'aide à la prise doivent être informées pour pouvoir effectuer l'aide à la prise. Et, dernière chose, la mention acte de la vie courante doit être mentionnée sur la prescription médicale et donc signée par le médecin. Alors, ce qu'il faut retenir comme élément, c'est que ça peut être tout aidant et pas seulement l'aide-soignant. Cette personne doit être suffisamment informée. Alors, quelle formation? Je vais vous proposer quelques éléments qui peuvent vous aider à construire un programme de formation, mais il est bien précisé quelle formation. Donc, tout aidant, il n'y a pas de liste, c'est pas seulement l'aide-soignant. Les médicaments doivent être prescrits, à l'exclusion de tout autre médicament non prescrit. Le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration, ni apprentissage spécifique. Et la préparation, c'est toujours l'infirmier. La formation, le contenu n'est pas précisé. C'est l'EHPAD qui doit le mettre en place ou collaborer avec d'autres structures pour mettre en place. Formation veut dire émargement, évaluation
il peut y avoir une formation initiale, mais aussi, vous le savez bien, des piqûres de rappel, c'est toujours nécessaire. Je vous ai indiqué quelques éléments sur la formation dont vous pouvez vous inspirer. Par exemple, on peut dire quel est le cadre pratique, réexpliquer ce que c'est cette formation, c'est une collaboration, sensibiliser aux événements indésirables, faire une actualisation des connaissances, donc sur les principales familles et précisément sur celles à risque, je pense aux anticoagulants, alerter sur les risques et donner les éléments sur l'administration, le bon moment, l'identité, comment on fait pour vérifier l'identité du résident, l'importance de l'horaire, etc., etc. Donc, ces éléments doivent être formalisés, transmis, avec un émargement et au mieux avec un quiz qui permet d'avoir une évaluation de la formation. Voilà un exemple de formation sur les anticoagulants, quels effets secondaires, quelles précautions à respecter pendant les soins et quel est le rôle de la personne qui intervient auprès du résident pour pouvoir surveiller des signes d'hémorragie et à transmettre les éléments à l'infirmier. Comment faire par rapport à un refus de prise de traitement? Donc d'avoir des éléments formalisés sur le refus, la démarche à adopter par rapport à un refus de traitement. Si le refus persiste, comment s'organiser pour avancer dans cette démarche-là? Aussi, les éléments par rapport au retour d'information. Quels sont les éléments attendus pour lorsque le patient prend son traitement, mais ne prend pas son traitement? Quelles informations transmettre de façon écrite? Quelles informations peut-on transmettre de façon orale? Donc, à mon avis, tous ces éléments doivent figurer dans la formation, qui peut être une formation sur 1h30, 2 heures, structurée, qui permet de garantir que cette information a été prodiguée auprès des personnes qui assurent la distribution et l'aide à la prise des médicaments. C'est une proposition, mais à vous de la structurer pour apporter des éléments prouvant que vous avez effectivement fait cette formation auprès des personnes qui administrent les traitements. Les risques liés à la prise du traitement, les risques, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais faire un focus sur les éléments par rapport à l'administration, donc le bon résident au bon moment, à la bonne dose, par le bon médicament, par la voie, la bonne voie. L'information, donc les risques liés à l'information par rapport à la transmission lors de l'administration du traitement et la manipulation des médicaments, ça c'est un élément important sur lequel je voudrais insister. Le bon moment d'administration, c'est extrêmement important et ce sont des éléments que vous pouvez apporter. Le bon moment, ce n'est pas anodin. Le moment de la prise, que ce soit par exemple à jeun ou pendant les repas, conditionne, et je vous ai mis quelques exemples ici, l'absorption du médicament. Par exemple, quand on a des médicaments, des antibiotiques de type fluoroquinolone, quand on donne le médicament avec un repas riche en calcium, vous pouvez avoir une intervention du calcium, une association du calcium, une chélation du calcium avec la fluoroquinolone qui diminue l'absorption, donc qui diminue l'efficacité du médicament. Vous savez bien que les médicaments à base de dopamine, de lévodopa, sont déconseillés avec des protéines, car ils rentrent en compétition. Donc, ce sont des médicaments qui doivent être donnés à distance des repas, avant ou à distance des repas. Sinon, on a une absorption de la lévodopa qui est largement diminuée. C'est un élément très important. De même, la lévothyroxine, c'est une prise à jeun. Ce n'est pas avant le petit-déj. Donc, au moment du petit-déj, en disant au résident, il faut le prendre, ou en accompagnant la prise avant. Donc, ça nécessite une organisation importante pour respecter ces règles de prise. Vous le savez,
je ne vous apprends rien. Lésions type fer, calcium, là aussi, qui se complexent avec les médicaments, qui se complexent avec aussi des substances alimentaires type caféine, type théine, pour être dont l'absorption est modifiée lorsqu'on les administre avec certains médicaments. Bon, je reparle aussi des biphosphonates parce que c'est un médicament qu'il faut vraiment prendre à jeun avec des particularités quant à sa préparation. Je vous ai mis en ligne aussi une fiche concernant les médicaments cytotoxiques à ne pas manipuler, à ne pas couper. C'est aussi un élément à prendre en compte, c'est-à-dire que quand on va donner ce type de médicaments, il faut prévenir la personne qui va les donner qu'elle ne doit pas y toucher sans gants. C'est aussi des éléments importants à prendre en considération pour l'administration et la prise du médicament au patient. Il y a des fiches pratiques. Dans tous les... J'essaie de vous donner les références. Vous pouvez les retrouver avec le support et ces éléments sur les supports Omedit qui sont diffusés par Google. Je voulais m'arrêter un petit moment sur le broyage des médicaments parce que c'est aussi une pratique largement répandue et qui a ses risques particuliers. Broyage des comprimés, division d'un comprimé, ouverture d'une gélule ou écrasement d'une gélule ou de microgranules. Les professionnels habilités, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce sont exclusivement les infirmiers. Ça doit se faire sous prescription médicale. Toute modification de la forme pharmaceutique devrait se faire sous prescription médicale. C'est une pratique largement répandue. On voit que dans les études qui ont été réalisées, j'ai pris celle du CHU de Rouen qui a été réalisée en 2009, donc il y a déjà quelques années. Il y avait 41% des médicaments qui étaient écrasés pour des patients en EHPAD, SSR ou unité soins longue durée qui avaient une forme qui interdisait l'écrasement. Pratique largement répandue. Pratique largement répandue, mais avec des risques particuliers, notamment au niveau de risques soignants, ça il faut le dire, donc risque allergique lors de la manipulation, lors de l'ouverture de votre dispositif de broyage. J'espère que vous n'avez plus le broyeur traditionnel mortier-pilon, mais je l'ai vu jusqu'à récemment utilisé. Donc risque allergique, allergie de contact, allergie respiratoire, risque toxique. Certains médicaments sont largement toxiques et peuvent induire des toxicités quand on les inhale si le travail de broyage n'est pas fait sans protection. Risque tératogène, vous broyez parfois des médicaments qui ont un potentiel tératogène. Donc, ce sont des précautions à respecter. Au mieux, je vais dire au mieux, de mettre un masque quand on broie des médicaments. Risque environnemental, vous savez que quand on broie, parfois le médicament est mis dans une compote ou mis dans un yaourt ou mis dans des contenants pas tout à fait adaptés et part aux déchets ménagers. Vous imaginez bien que quand on a des médicaments qui sont toxiques, des chimiothérapies ou des médicaments antibiotiques ou autres, on a quand même un potentiel risque environnemental. Après, les risques musculo-squelettiques, je pense qu'on a des outils aujourd'hui qui permettent de faire des broyages dans de bonnes conditions et un risque juridique qui existe parce que le broyage est une modification de la forme pharmaceutique et on ne broie pas les médicaments sans avoir vérifié qu'on pouvait le faire. Risque patient, risque résident, donc de surdosage ou de sous-dosage. Surdosage, quand on broie une forme à libération prolongée, on casse l'enrobage, par exemple, qui permettait la libération prolongée dans l'organisme, et donc on libère le principe actif, donc on peut avoir un surdosage.
On peut avoir un sous-dosage. Quand on boit des comprimés ou des quarts de comprimés, on a parfois une perte de principe actif. On peut avoir des toxicités locales avec certains médicaments à type d'irritation buccale, œsophagienne, gastrique, etc. Donc, avec des risques locaux, des contaminations croisées. Et de toute façon, quand on modifie les propriétés physico-chimiques, on a des conséquences sur certains médicaments. J'ai pris l'exemple du Pradaxa, qui a une biodisponibilité augmentée. Donc, c'est un médicament qui ne se boit pas. Dans les prochaines sessions, je vous donnerai tous les éléments pour aller chercher les informations par rapport à ces médicaments. À titre d'exemple, vous avez plusieurs formes et vous voyez que là, quand on casse cette structure de médicament, forcément, on a des conséquences sur l'administration du médicament dans l'organisme. Exemple de broyage donc, chez une patiente avec du fer, du sulfate de fer, qui a entraîné une ulcération nécrotique de la joue, qui a guéri à l'arrêt du médicament, donc broyage de fer. L'autre exemple, c'est un patient à qui on a broyé des traitements cardiologiques en libération prolongée. Donc, il y avait à la fois des bêta-bloquants et des médicaments, des inhibiteurs calciques en nifedipine, libération prolongée. Et le broyage de ces formes à libération prolongée a entraîné des troubles cardiaques qui ont entraîné le décès de la patiente. Vous allez me dire, c'est un cas extrême, mais j'insiste en disant qu'il y a des formes qu'on ne broie pas et il faut les connaître. Et dans les sessions ultérieures, on travaillera sur quoi faire, comment faire et où aller chercher l'information. Les formes buvables, juste des éléments par rapport aux risques liés à l'administration des formes buvables. On a chez certains médicaments des unités, on a des erreurs de dose qui sont liées à la non-association du dispositif d'administration et du médicament qui ne sont pas associés. Donc, instrument de mesure volumétrique non adapté. La conservation est un élément important dans l'administration des médicaments sous forme buvable. Les recommandations, on le reverra dans ce domaine-là, c'est d'avoir, de noter la date d'ouverture et la date de péremption, de noter la date de péremption après ouverture, qui est un élément important, parce que vous savez que les flacons peuvent se contaminer et le principe actif peut s'altérer, principalement lorsqu'il est dilué. Donc, des questions aussi d'hygiène et de stabilité du médicament. Un point sur les facteurs qui contribuent à la survenue des erreurs, c'est la similitude des formes galéniques. Vous voyez, un comprimé jaune est un comprimé jaune. Ce n'est pas le comprimé jaune, tu sais qu'il est grand comme ci, comme ça. On reverra par rapport au pilulier les règles de mise sous pilulier. On ne se fie pas à la taille, à la couleur, mais c'est pour ça qu'on demande de maintenir l'emballage jusqu'à l'administration effective du médicament. Les étiquettes, donc médicaments similaires, vous voyez, ça se ressemble. Les couleurs, entre l'Afraxil et le Venox, on a des couleurs mais qui ne sont pas similaires. Il n'y a pas de normalisation des couleurs d'emballage de seringue, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une chose qui est normalisée, c'est ce qui est marqué sur le flacon de l'injectable. Le reste, l'étiquette, ce ne sont pas des normes. Le nom des médicaments, trileptal, thiapridal, vous voyez, 3 syllabes et des syllabes communes, un rythme commun. On n'est pas aidé à amoxicilline et amoxicilline acéclavulanique, même si ce n'est pas votre quotidien, l'injectable. Vous voyez que dans le rangement, ça peut conduire à faire une erreur dans le prélèvement du flacon. Facteurs contributifs, les prescriptions orales, la transcription. Je reviens sur la transmission d'informations, Monsieur Dupont, Monsieur Dumont, risque d'erreur.
les noms des médicaments, j'en ai dit un mot tout à l'heure, vous avez l'exomil, l'amizil, etc., le dosage, la posologie, la voie. L'utilisation d'un protocole qui n'est pas prescrit. J'insiste toujours pour dire le protocole n'est pas la prescription. Il faut avoir un protocole. Si le protocole n'est pas prescrit au patient, il n'est pas utilisable. Donc, le médicament n'est pas prescrit. Ce n'est pas parce que vous avez un protocole affiché que vous pouvez l'utiliser chez un patient. Mais s'il est prescrit, on peut tout à fait l'utiliser dans les limites fixées par le protocole. Les prescriptions orales, je l'ai dit, tous médicaments administrés doivent avoir été prescrits, et je le répète, tout protocole doit être prescrit pour un patient donné, et la seule exception, c'est les protocoles d'urgence qui, eux, peuvent rentrer dans un cadre particulier, mais c'est une exception, ce n'est pas une règle du tout. L'interruption de tâches qui peut contribuer aux erreurs. Vous voyez que l'étape de préparation est dans une étude qui vient du CHU Nantes. C'est l'interruption qui se fait à l'étape de préparation, principalement, et par les professionnels entre eux. C'est principal, à 60%, c'est les professionnels entre eux. C'est très important de l'entendre. L'étape de préparation des médicaments est une étape à risque. Donc, quand on prépare, on n'est pas interrompu. On ne devrait pas être interrompu. L'HS s'est intéressé aux interruptions de tâches qui surviennent avec des risques d'erreur à chaque interruption et à la difficulté de reprendre une tâche interrompue. Ceux qui font des piluliers le savent bien. Ceux qui préparent les médicaments le savent bien aussi. L'interruption des tâches est assez critique et peut conduire aux erreurs. Elles sont aussi, dans un retour sur les événements indésirables graves, source d'événements, donc dans le rapport de la Haute Autorité de Santé, sont source de stress et conduisent à des événements indésirables graves. L'autre élément, donc interruption de tâche, et le dernier élément sur lequel je voulais revenir, sur tous ces facteurs qui contribuent à la survenue des événements indésirables, c'est le défaut de communication. Et là, vous voyez que dans les retours d'expérience, on a des éléments qui sont liés à l'équipe. Ça, c'est un travail qui a été fait par la Haute Autorité de Santé sur les retours d'expérience sur des événements indésirables graves associés aux soins, donc pas que les médicaments. Et dans ce cas-là, sur cette communication, ce travail montre que dans 70% des cas, les causes viennent d'un manque, d'une erreur ou d'un défaut de communication des professionnels de santé. Pourquoi? Parce que la communication est complexe, elle peut être hétérogène entre les personnes, on peut avoir aussi des difficultés de communication et j'insiste beaucoup sur l'hétérogénéité des pratiques dans certains cas. Je mets un post-it, j'écris de cette façon, les post-it s'envolent, les mémos, etc. Donc, attention à cette communication homogène. J'y reviendrai dans les prochaines sessions, mais c'est important de tenir compte que dans certaines pratiques, l'hétérogénéité de la communication conduit à des erreurs. Alors voilà ce que je vous disais, plus de 70% des causes liées à l'équipe relèvent d'un problème de communication, écrite ou orale. Et un élément important, c'est qu'on retient que 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit, 50% de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, mais 70% de ce qu'on dit. Là aussi, dans le travail sur l'amélioration des pratiques, tiendra compte de cet élément et cette diapo permettra de préparer le travail sur les autres sessions. Alors, je vais m'arrêter là. J'ai conscience que c'est un peu dense, mais je vais m'arrêter là avec
et ouvrir pour les questions. Si c'est trop complexe, on le fera différemment. Vous pourrez tout à fait m'adresser des questions à cette adresse, bdupire, cordisanté.com, en précisant dans l'objet de votre mail webconf 4, comme ça je saurai d'où ça vient. Et je vous invite, entre cette session qui était une session réglementation et risque, d'aller voir sur le site de l'Omédite, je vous ai mis les références, un film pédagogique. C'est un outil que j'utilise beaucoup et dans les sessions présentielles, je l'ai beaucoup utilisé. Un site ce film présente une erreur qui survient dans une structure EHPAD. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire en groupe. C'est toujours intéressant de discuter en groupe sur ce film qui dure une vingtaine de minutes. C'est sur YouTube, petite précision, parce que parfois il y a des sécurités dans les établissements qui font qu'on ne peut pas y accéder, mais bon, voilà. Et en visualisant ce film, de vous poser 2 questions et d'échanger après là-dessus. Quels sont les risques? Quelle est l'erreur qui est survenue dans l'établissement? D'analyser la situation, voilà, quelle est l'erreur qui s'est produite? Quels sont les facteurs qui ont contribué à la survenue de l'erreur? Interruption de tâches, défaut de communication, etc., etc. Je vais découvrir ce film. Et ensuite, vous posez la question, est-ce que cela pourrait nous arriver? Donc, avoir ce travail réflexif qui vous permet de réfléchir à vos pratiques. Est-ce que dans ce que j'ai vu, je pourrais le retrouver dans mon établissement? Et d'échanger sur cet événement. Et je vous propose, lors des prochaines sessions, de travailler justement à partir de ce film que vous aurez vu sur comment améliorer les pratiques de préparation, d'administration avec toutes les étapes qu'on a vues, préparation extemporanée, distribution et aide à la prise, dans l'amélioration des pratiques, et d'avoir une session aussi de réponse à vos questions au cours de la session. J'en ai terminé et je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai respecté le timing imposé. Bonjour. Oui, bonjour. On peut vous poser quelques questions? Oui. Bonjour, moi je suis Vanessa de Montouf, pharmacien sur l'hôpital Les Magnolias. On a on essaye de mettre l'image. Voilà. Un établissement à la fois, bon c'est pas grave si on ne voit pas, hein, à la fois médico-social et sanitaire. Moi j'ai 2 questions. Le broyage des médicaments, est-ce que ça relève de la prescription médicale ou est-ce que c'est du rôle propre strict? Vous m'avez entendu. Rôle propre strict infirmier. IDE. Alors, la prescription médicale, normalement, relève de la prescription. Le broyage des médicaments relève de la prescription médicale parce que c'est une transformation du médicament. Donc, ça doit être notifié sur la prescription. Oui. Ça devrait être notifié sur la prescription médicamenteuse. D'accord. Dans les prochaines sessions, on retravaillera sur ce processus broyage parce qu'avant d'arriver au broyage, il y a des questions à se poser. On observe souvent que l'infirmier arrive au lit du résident en disant, ou l'information remonte, c'est il a des problèmes de déglutition, ou il existe des problèmes de déglutition, il faut qu'on broie les traitements. Dans la mesure du possible, ça serait bien d'avoir une réflexion en amont sur cette problématique et de travailler la question avec le médecin et avec le pharmacien pour pouvoir trouver des alternatives qui, dans pas mal de cas, existent, mais il existera toujours des cas où on n'a pas d'alternative. Et quand on n'a pas d'alternative, d'aller chercher l'information.
Ouais, c'est plutôt justement pas forcément en amont parce que bon, déjà, on n'a pas forcément l'information tout de suite. Quand les patients arrivent, on ne le sait pas tout de suite. Nous, on Oui. fait un travail sur ce broyage, mais effectivement, quand on n'a pas le choix au final de les broyer parce qu'on n'a pas d'alternative, etc., je voulais savoir si la mention broyage doit vraiment apparaître sur la prescription médicale. Alors nous, on le fait sur une prescription une prescription de soins. On a créé une saisie qui s'appelle voilà, écrasement, décomprimé, broyage, ouverture de gélules, etc. Donc déjà, ce n'est pas toujours mentionné, mais du coup, elle n'apparaît pas stricto sensu sur la prescription médicale, en fait. Elle est… bon, voilà. Vous avez raison, in fine, c'est le médecin qui doit prendre la responsabilité de broyer les médicaments parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Les médicaments ont été étudiés avec leur forme. On va transformer la forme. Donc, avant de faire cette transformation de forme, il faut être sûr qu'on n'a pas d'alternative. Et si on n'a pas d'alternative, dire, bon, je prends la responsabilité avec les éléments que j'ai de faire ce broyage des médicaments. Et s'il le met sur le commentaire, en commentaire de prise, est-ce que c'est valable? Ah bah oui, pas du tout. Je pense que ça, oui. Je pense que ça fait partie de la ligne de prescription, ça. Ça fait partie de la ligne ou pas? Bah oui, si besoin, si c'est le médecin qui le met en commentaire, oui. Il peut mettre des commentaires. Il peut mettre, par exemple, donner tel médicament si fièvre supérieure à 38. Donc, ça fait partie des commentaires qu'il peut apporter sur la prescription. Tout à fait. Il me semble que c'est cohérent. Okay. Et j'ai une deuxième question, plutôt une observation sur les dernières slides. Donc, vous mettez prescription orale. Donc, on est bien d'accord que ça, enfin, en soi, ça n'existe pas indépendamment du caractère d'urgence. En fait, prescription orale, c'est pas réglementaire. Retranscription, n'en parlons pas, mais… C'est un facteur contributif. Alors, parce que on le voit, mais cette prescription orale n'est absolument pas réglementaire. Mais j'allais dire, c'est bien clair pour tout le monde, je pense, ça, qu'on n'a plus de prescription orale. Dans la pratique, ça existe encore, mais dans la réglementation, je pense que tout le monde est au clair sur le fait que la prescription n'est plus orale, mais écrite. Ok. Merci. Je ne sais pas si de notre côté, nous avons encore des questions. Faire un petit tour de table. Questions? Nous étions 9. Hein. En fait, je reviens au broyage des médicaments, sur le broyage des médicaments. Madame de Montou vous disait effectivement ça doit faire partie de la prescription, mais nous, on a une partie qui est différenciée et sur le plan de soins, il peut apparaître qu'on demande le broyage des médicaments, mais sur l'intégralité de l'ordonnance. Et parfois, certains médicaments ne peuvent pas être broyés. Donc, c'est… Ah ben, elle est partie, là, mais ça. C'est compliqué. Oh. Donc, c'est plus ligne à ligne qu'il faut que ce soit noté. Vous avez des médicaments, alors, vous avez des médicaments qui, si c'est marqué de façon générale en haut et que vous avez des formes, par exemple, à libération prolongée, comme j'ai montré comme exemple, c'est pas se retrouver devant le patient en disant c'est mieux que rien. Non. J'ai insisté sur les risques justement parce que ça comporte des risques et certains médicaments effectivement peuvent être broyés, certains médicaments ne le peuvent pas et c'est pas mieux que rien. Donc oui, ligne à ligne, chaque médicament, il faut répondre à cette question sur chaque médicament. D'accord. Le mieux que rien ne doit pas exister. Oui, parce qu'on l'entend. Je l'ai entendu, hein, c'est mieux que rien. Ce n'est pas une critique. Hein. Je connais vos difficultés et la complexité de la tâche par rapport à l'administration des médicaments et aux problématiques et au réglementaire par rapport à ça. Il existe un guide qui est paru, c'est l'Omedit, je ne sais plus lequel Omedit, un petit guide justement, ce qu'on peut broyer et pas broyer.
Est-ce que vous avez d'autres sources d'informations sur le broyage des médicaments? Je pense qu'on parle du même document. C'est un document Excel, un fichier Excel dont j'avais prévu de vous transmettre à la prochaine session les données. Effectivement, c'est l'Omedit, c'est aussi la Société française de pharmacie clinique, mais si vous mettez en mots-clés broyage des médicaments Omedit, vous tombez sur cette page Excel. Il y a à peu près 300 médicaments ou 400 médicaments. Donc, on arrive à trouver pas mal de choses et pas mal d'informations sur ces médicaments. On reviendra là-dessus aux prochaines sessions. Hein. D'accord, Mais merci. vous pouvez avoir besoin de chercher dès maintenant. On n'a pas de date pour la prochaine session. Richard, s'il te plaît. On n'a toujours pas arrêté de date, mais ce sera quand on mi-septembre. Hein. Mi-septembre, la session 2, mi-octobre, la session 3. Alors, pour recevoir les documents, vous allez nous les envoyer par mail? Oui, tout à fait. Les documents, vous m'en faites la demande par mail. On n'a pas le droit de faire une demande orale. On n'a pas le droit de faire une demande orale, il faut une prescription. Pardon. Je demande auprès de la CAP, s'il vous plaît. Dans les documents, je les tiens à votre disposition sur simple demande. D'accord. Voilà. Je vous invite aussi à me poser toutes les questions parce que c'est pas mal. Après, dans les autres sessions, selon les questions qui ont été suscitées par cette présentation, ça me permettra, moi, d'ajuster les choses et aussi de répondre collectivement parce que s'il y a des questions qui se croisent, j'y répondrai directement, peut-être en début de session. Ça sera pas mal de le faire en début de session prochaine. D'accord. N'hésitez pas. Je pense, Bernadette, si tu en es d'accord, qu'on fera profiter la totalité des participants à la totalité des questions-réponses qu'on recevra. Hein. C'est important de partager cette masse d'informations. Bien sûr, mais je vais les reclasser parce que si plusieurs personnes posent les mêmes questions, je ferai quelques diapos avec vos questions, donc vos problématiques particulières et les éléments de réponse que je pourrais apporter. Je le remettrai par écrit, comme ça vous les aurez directement et par écrit. Voilà, je pense qu'on termine cette première session. Je voulais vous remercier encore une fois de votre présence, de votre écoute. Oui. Vous inviter à ne pas hésiter à me joindre si vous avez la moindre question ou votre conseiller régional. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Le Clos Saint-Martin, peut-être, qui a quelque chose. Oui, j'avais juste une question purement pratique. J'ai reçu, moi, l'information comme quoi la formation commençait à midi jusqu'à 12h45. Et donc, j'ai voulu me connecter, je n'ai pas pu le faire. Et sur le Zoom, on me disait que la session commençait à partir de 14h30. Donc, je pense que j'ai pris les choses en route, il m'en a manqué un bout. Alors, c'est dommage, mais ce n'est pas grave. Parce que l'intégralité de cette information de tout de suite va être en disponibilité accessible sur notre chaîne YouTube. Ah, parfait. Vous n'avez pas tout perdu. C'est super. Merci beaucoup. On pourra la regarder si on Sur la chaîne YouTube, je ne sais pas où elle est. Tu l'as pas dit? Non. Ouais, Bah, de toute façon, tu l'envoies un mail. Oui, j'ai noté un truc. Bon, une dernière question. Oui. Oui, par rapport, ça reste encore avec toutes les diapos, pas très clair pour moi. Est-ce qu'une faisant fonction d'aide-soignante peut distribuer les médicaments et faire une aide à la prise? Alors, j'ai précisé dans mes diapos que toute personne, si vous voulez, je vais vous donner les références et puis après… la vie quotidienne. Oui, comme nous, on note à chaque fois. Il n'y a pas de liste de personnes habilitées
à faire l'aide à la prise. Ça n'est pas listé dans le texte. Il est bien noté que toute personne ayant été formée ou informée. Ce qui est important de retenir, c'est que la personne doit être formée. J'ai insisté en disant que ce n'est pas exclusivement les aides-soignants. Je suis, en travaillant un peu cette question, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation de décembre 2014 sur le licenciement d'un agent de service de salle à manger qui refusait d'aider les résidents à la prise de médicaments. Et alors que son employeur l'avait formé et suffisamment formé pour qu'il ait la capacité de faire cette aide à la prise. Donc, pour moi, c'est toute personne suffisamment formée. Je m'arrête plus là-dessus que sur le terme est-ce qu'un élève, ça reste aussi, et il ne faut pas l'oublier, une collaboration. Ça veut dire que l'infirmier reste responsable de l'administration. Pour la distribution, on met le médicament sur le plateau, ça marche. Je n'ai pas compris l'ensemble de la question. Si l'infirmière, par exemple, pose le médicament sur le plateau du résident et que l'agent de soins, peu importe, aide-soignant, va donner le plateau au résident, c'est bon. Alors, il faut quand même avoir la consigne de ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut accompagner le résident dans la prise ou pas? Est-ce qu'il faut rester là? Est-ce qu'il faut, parce que le résident a l'habitude de prendre et puis de cracher son médicament? Il y a des informations aussi à transmettre dans cet accompagnement. L'infirmier ne peut pas poser et laisser les éléments comme ça. Il y a un accompagnement quand même, des informations à apporter par rapport à la bonne prise du traitement. Le traitement peut être préparé dans une cupule et le résident, accompagner le résident dans la prise de son traitement. D'accord, merci. C'est sous le contrôle de l'infirmier, mais si l'infirmier ne souhaite pas déléguer, mais ne souhaite pas être accompagné et responsable de ce que l'aidant va faire, c'est possible ça? C'est une question complexe parce que moi, on me dit, les infirmiers disent, c'est pas moi qui l'ai donné. Donc, je ne vois pas pourquoi je signerais que l'administration, ça a été fait par moi. C'est une collaboration. Donc, l'infirmier va tracer l'administration. La personne qui donne le traitement trace qu'il a bien donné le traitement. Après, si on ne travaille pas, si on n'a pas cet élément confiance dans l'administration et dans la chaîne des personnes qui interviennent au niveau du patient, c'est quand même un problème. Mais l'infirmier, je ne vois pas pourquoi il ne peut pas vous dire je ne veux pas valider l'administration, puisque c'est un travail en collaboration. Parce que parfois, dans certains établissements, on a l'infirmier qui contrôle son pilulier, qui le valide, et c'est l'aide-soignant qui distribue. Donc, en fait, on fait une double validation informatique. Il y a certains logiciels qui permettent de valider l'aide à la prise. Oui, tout à fait. Certains ne le font pas. Ça me gêne un peu quand la seule chose qu'on puisse valider, c'est une administration et que c'est l'aide-soignant, par exemple, puisque c'est dans l'établissement l'aide-soignant qui, par exemple, donne des médicaments, et c'est l'aide-soignant qui va cocher l'administration. Ça me gêne un peu, mais certains logiciels sont pas adaptés à ça. Mais il y en a d'autres qui permettent de distinguer l'administration de l'aide à la prise. Normalement, l'aide-soignant, quand il a donné le traitement, il doit remonter les informations à l'infirmier sur la prise, sur la non-prise, sur toute manifestation qui serait arrivée pendant la prise du médicament. Ça fait aussi partie de la traçabilité et des éléments à remonter à l'infirmier. Qu'est-ce qui remonte par écrit? Qu'est-ce qui remonte par oral? Donc, les personnes qui font cette aide à la prise doivent remonter ces informations et savoir comment remonter les informations auprès des infirmiers.
le referme, ça t'écrit. Oui, je le ferme. Je ferme la clé. Oui. Si je puis me permettre, dans notre établissement, nous avons choisi de différencier distribution et administration. Dans la plupart du temps, c'est l'infirmier qui va distribuer les médicaments, mais qui ne va pas s'assurer de l'administration. Et c'est bien celui qui va administrer le médicament qui va lui valider. Et en aucun cas l'infirmier. C'est le logiciel. Oui, oui. Vous avez un logiciel qui distingue la distribution, oui, mais qui ne distingue pas l'aide à la prise. C'est très ambigu parce que quand vous regardez sur les textes infirmiers, l'administration est un acte infirmier. Un acte, le mot administration, c'est un acte infirmier. D'accord. Quand on parle de l'administration, c'est l'infirmier. Quand on parle de l'aide à la prise, c'est toute personne suffisamment formée. Et je sais que certains logiciels font le distinguo, et certains non, ne font pas le distinguo. Mais in fine, le résident a pris son traitement qui a été donné soit par l'infirmier, soit par la personne en charge de l'aide à la prise. Mais réglementairement, le mot administration, c'est infirmier. C'est un problème de vocabulaire en fait. Oui, tout à fait. Et, il faut absolument que les personnes soient formées. C'est ça qui est la clé quand même pour nous protéger le plus possible. Oui, ça c'est fondamental. C'est fondamental d'avoir, par rapport aux personnes qui font cet accompagnement des personnes, cette aide à la prise, de les avoir formées. Quand on leur dit c'est à jeun, c'est pas 5 minutes avant le repas. Ça a une importance. Donc, il faut leur expliquer avec des mots choisis, un type de formation adapté. Pourquoi c'est important? Parce que quand ils comprennent que c'est important, ils peuvent peut-être comprendre qu'on ne va pas le donner 5 minutes avant. Ce sont des choses une information qu'il faut faire, structurer et prouver qu'on l'a faite. Je pense que ça pourrait quand même avoir un réel et un avantage très important sur le respect de l'heure de la prise des médicaments. Parce que vous avez quand même plus d'AS que d'IDE dans les EHPAD ou des dents, et on pourrait avoir une amélioration de la thérapeutique par rapport au moment de prise, au moment de la prise. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a des médicaments pour lesquels le moment de prise est fondamental. J'ai cité la L-Dopa. Si vous donnez 5 minutes avant un repas avec un steak de la L-Dopa, c'est pas possible. Vous altérez l'efficacité de ce médicament dans un ajustement thérapeutique qui est tellement important qu'on a des symptômes de manque de L-Dopa. Le traitement vous pouvez le voir. Hein. Vous pouvez, enfin, en fonction de vos situations, vous pouvez l'objectiver hein, sans problème. Je prends cet exemple parce que c'est le plus frappant. Tout à fait. Bien, merci pour toutes ces précisions. Ça va nous donner beaucoup à réfléchir et à regarder très certainement. On avait déjà envie de travailler sur la prise des médicaments parce que ça nous semblait indispensable, tout ce qui était à jeun, après le repas, etc. Mais ça va encore plus nous aider, je pense, et nous conforter dans nos idées. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci bien. Au plaisir à la rentrée, alors. À la rentrée, quand est-ce Rendez-vous à la rentrée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit à tous. Au revoir. Je reprends la parole. Je pense que tout le monde a terminé. Donc, vous remercier chacun une dernière fois et comptez sur nous. N'hésitez pas à aller sur le site pour voir les modules qui vont vous être proposés. Vous allez recevoir de toute façon les applications de présence, le support. Rappelez-moi, joignez votre responsable régional. En attendant, passez un bon été, d'excellentes vacances et rendez-vous
En septembre. La rentrée. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir à tous. Merci. Merci.